Salut à tous, c'est Zitek. Qu'on soit clair, cette vidéo elle était censée sortir il y a environ 2 mois à la sortie de Sonic Racing Cross World parce que la hype elle était bien présente. Cependant la vidéo elle concernait Sonic Racing All-Star Racing et non pas Cross World. C'était juste parce que j'avais pas d'argent pour acheter le jeu. Sauf que mon PC a juste pété un câble et c'était impossible de lancer Premiere Pro. Et là, bim, néant. Peu de temps après que mon PC est lâché, j'ai pu en acheter un nouveau. Pour ceux que ça intéresse, c'est un MSI Cyborg 15A12V, je sais pas ce que ça veut dire, mais si vous souhaitez en tout cas un PC à prix abordable qui gaming bien, bah je vous le conseille. Mais entre temps, j'ai aussi installé Sonic Racing Cross World et en vrai j'ai vraiment kiffé le jeu. J'ai pas envie de me forcer à continuer l'ancienne vidéo alors que j'ai plus forcément l'envie et qu'en plus de ça elle était pas si bonne, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en ai parlé dans ce post. Alors du coup, me voici avec une toute nouvelle vidéo qui va, au moment où je l'écris, prendre beaucoup plus de temps à sortir. Et je m'en excuse vraiment sincèrement. Pour m'aider à pouvoir tenir cette chaîne et ma motivation, je vais changer 2-3 trucs. Je vais scinder mes critiques en deux parties, la couverture et le gameplay. Le son, les graphismes et la DA et la technique seront abordés en une seule partie afin que je perde moins de temps avec les transitions et que je ne fasse pas tout mon temps du montage à étaler exprès les choses à dire sur ces points en faisant plusieurs parties. Et le gameplay, du coup, bah lui, ce sera le gameplay. Voilà donc pour cette intro, j'espère que la vidéo vous plaira, et je vous souhaite un bon visionnage. Contexte. En 2023, la Sonic Team annonce une année spéciale destinée à Shadow the Hedgehog. Un film, une série animée et un jeu sont prévus pour cette année, avec des collaborations en Go et des événements orientés vers la némésis du hérisson bleu. Après un remake réussi avec Shadow Generation et un film assez discutable, les cloches sonnent la fin de cette année très appréciée des fans et même du grand public. Cependant, ils sortent ça. Le trailer d'un tout nouveau jeu de course Sonic qui est annoncé pour 2025. Évidemment ça fait réagir les gens et beaucoup de personnes remarquent immédiatement la présence d'un Extreme Gear dans le garage. Ce qui fera directement passer le nouveau jeu Sonic avec des voitures au rang de rival de Mario Kart World alors que les deux jeux ont 2 mois de décalage. Il y a encore des idiots qui comparent la licence, mais pire que ça, trouvent toujours un truc à dire pour trouver un nom à ces deux jeux, notamment pour Racing Cross World. Évidemment, je ne vise personne, hein. La seule chose qui fait que ces jeux se ressemblent, c'est que ce sont 2 jeux de course. C'est tout. Sinon, à aucun moment, les jeux aspirent à la même philosophie. Mario Kart World est un open world party game à la limite, et Sonic Racing Cross World est un jeu de course avec un côté plus compétitif. À aucun moment, ces jeux peuvent être comparés si ce n'est parce que des personnages roulent en voiture. C'est vraiment tout. Mais évidemment, t'auras encore des youtubeurs présents pour faire référence à une sorte de compétition éteinte depuis 2002 sur une rivalité entre le plombier et le hérisson. Je tiens juste à préciser que Mario Kart World s'est mieux vendu que Sonic Racing Cross World alors que l'un est réservé à une console et l'autre est multiplateforme. Et attention, si je dis ça, ça veut pas dire que Mario Kart World est meilleur que Sonic, non, c'est juste qu'il faudrait arrêter de donner des images à des jeux comme Superstars ou Cross World comme des challengers à Mario Kart parce que les concepts entre deux grosses guillemets se ressemblent. Ainsi, fermons la parenthèse, le jeu promet un roster énorme avec une grosse partie des personnages Sonic dont les Babylon Rogue, Sage et les Etis, et des personnages DLC qui sortiront un peu comme à la Smash au fil du temps, et quelques-uns seront gratuits. Le jeu possède aussi plein de nouveaux circuits qui proviennent des jeux connus de la licence tels que Apotos de Sonic Unleashed ou Radical Away de Sonic Adventure 2, et sans oublier des musiques remixées. Et ce qui a vraiment fait parler du jeu, c'est le retour des Extreme Gear, même si c'était pas aussi poussé que Sonic Riders. Et autre truc qui a permis aux fans de se faire plaisir jusqu'à l'arrivée du jeu, c'était les nombreuses bêtas ouvertes qui permettaient d'avoir un gros aperçu du jeu et les dialogues entre les personnages, mais ça, on y reviendra plus tard. Ainsi, on peut démarrer la critique de Sonic Racing Cross World. Au niveau des graphismes, on est facilement sur l'un des plus beaux jeux Sonic sans l'ombre d'un doute. Il a été développé sur Unreal Engine 5 et c'est magnifique. Pas un seul crash depuis que j'ai joué au jeu et je n'ai trouvé aucun bug, donc sur ça, je vous dis que c'est nickel. Les animations sont ok et les circuits sont tous très bien réalisés et bourrés de détails. Holoska de nuit est facilement mon circuit préféré sans hésiter, genre regardez-moi ça. Les voitures ont tous un design assez unique et même quand on fait des combinaisons, les pièces se marient plutôt bien entre elles. Les musiques remixées sont assez sympas et offrent un côté plus moderne, plus hip-hop au son des circuits. Apotos est sûrement ma préférée et je m'attendais pas du tout à un si bon remix.
Il y a une jukebox qui possède plusieurs albums provenant de plusieurs autres licences et qui permet de personnaliser l'OST joué qu'on souhaite pendant les tours, donc 1, 2, 3, mais malheureusement on ne peut choisir que l'album entier, pas une musique en particulier. Sinon les effets sonores sont cool, c'est un plaisir de faire des tricks. Et maintenant on va parler d'un gros point, les dialogues. Sans déconner. Il y a 2 heures de dialogue entre les personnages, et si on compte les interactions qu'ils ont sur le circuit. Et encore, il n'y a pas leur phrase de victoire ou de défaite, ceux qu'ils disent entre les rounds, etc. Évidemment, ça ne fait pas passer le jeu en S tier, car des dialogues ce n'est pas ce qu'on attend dans un jeu de course, c'est juste un petit plus, mais ça fait plaisir, ça c'est sûr. Et je trouve que ça montre au moins une volonté de faire plaisir aux fans, car si ce n'est pas du fanservice, je ne sais pas du tout ce que c'est. Cependant, point positif pour la version française, et je m'attendais pas du tout à dire ça, c'est que les doubleurs ont enfin été repris en main. Depuis Forces, Sonic parle avec une sorte de voix de clown, et Alexandre Gillet, celui qui le double sur tous les jeux sortis avant et les séries Sonic, Boom et X, a toujours fait un bon taf, bien que je considère que son apogée c'était Sonic Generation et qui se rapprochait d'un ton de Jesse dans Breaking Bad pour ceux qui ont la ref, donc en soit 95% de la planète. Les autres ça allait, mais c'est surtout parce qu'on les voyait pas plus que ça et Tails a vraiment pas trop changé. Maintenant qu'on a parlé des graphismes, de la technique et du son, passons maintenant au gameplay. Le jeu se décompose en plusieurs parties, la personnalisation, les modes de jeu, et c'est tout. Sonic Racing Cross World, lui, apporte plusieurs types de véhicules, dont le type turbo, vitesse, conduite, accélération et puissance. Qu'on soit bien d'accord, sur 5 types, 3 sont en rapport avec la vitesse. Selon moi, l'accélération et la vitesse auraient pu être la même chose, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et petite information comme ça, devinez le chiffre, et oui j'ai bien dit le chiffre des personnages turbo, 1. On n'a qu'un et c'est un DLC, Hatsune Miku. Et dans ce jeu, ça va être à vous de personnaliser votre véhicule selon votre choix, y compris votre pilote. Par contre, je trouve vraiment que les menus sont pas clairs du tout. Il y a beaucoup trop de modèles tout petits, etc. Il n'est pas du tout compliqué une fois qu'on le connaît, mais il n'est pas du tout pour autant ergonomique. C'est une simple liste qui tourne avec des visuels à côté. Je trouve ça juste dommage qu'on puisse pas prendre des pièces d'autres types de véhicules, genre à l'arrière un type vitesse et en avant un type puissance, avant d'avoir une personnalisation sans fin. Évidemment, le jeu permet d'avoir des pièces qui varient les stats un peu plus que ça, mais avoir la possibilité de faire un parfait 50-50 aurait été intéressant. Mais là, j'avoue que c'est un peu du chipotage. On peut aussi personnaliser visuellement notre voiture en achetant les pièces avec la monnaie du jeu, les Don Pas Tickets, qu'on gagne en jouant à les courses et avec nos places de finale. Et ça par contre c'est un peu du foutage de gueule. On peut personnaliser 3 endroits sur notre véhicule, ou 2x2, ça varie, avec plusieurs couleurs et plusieurs matériaux. Ça c'est cool, mais les stickers sont insupportables. Ça se limite à 2 endroits et certains sont épinglés, on peut pas les déplacer. Pourquoi? Pour comparer avec un autre jeu de course avec de la personnalisation de véhicules, il y a le Need for Speed Payback. Je vous laisse voir ce que certaines personnes arrivent à faire. Et qu'on soit bien clair pour les gros fragiles, je ne suis pas du tout en train de comparer les 2 jeux entre eux, ils n'ont aucun rapport, je suis juste en train de comparer une de leurs caractéristiques communes. Et donc on fait assez vite le tour des personnalisations, et c'est vraiment dommage car au final on tombe avec des voitures souvent semblables et on passe plus de temps sur les stats que les véhicules en lui-même. Et tiens, parlons-en des stats. Évidemment, elles augmenteront en fonction du pilote, car chaque pilote a un type. Il y en a 6 de vitesse, 7 pilotes d'accélération, 6 de conduite et 11 de puissance. C'est hallucinant comment les puissances sont plus nombreux, mais en vrai c'est logique étant donné que les 3-4 autres types sont pas si différents. Du coup, turbo avec un seul personnage. Cependant, en tant que tel, le type puissance est pas mal handicapé étant donné que sa seule particularité, donc à savoir de ne pas prendre de dégâts en tapant les murs, est disponible pour les autres avec un gadget qui ne demande qu'un seul slot. Quand tu poses le pour et le contre, il n'y a pas vraiment de raison de prendre des personnages de type puissance étant donné qu'ils ont plus de défauts que les autres types. Mais pour aller encore plus loin, il y a aussi les gadgets, qui sont des items qui vont vous apporter des compétences à votre véhicule, comme des boosts de vitesse, la capacité de rouler sur la glace ou des objets en début de game. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, et ce que je trouve cool perso, c'est l'augmentation de la plaque de maîtrise. Au début, vous avez un slot et ça augmentera au fur et à mesure que vous jouerez, en augmentant de niveau évidemment. Chaque gadget fait au minimum un slot et vous en aurez 6 au total. Certains qui sont surcheatés comme notamment le kit de machine vitesse prennent 3 places à lui tout seul et à contrario du kit tamponneur qui ne prend qu'un slot. Il y a plusieurs types de gadgets. Les kits, les améliorations d'objets, le contrôle des objets, soutien, amélioration des stats, amélioration de la charge, amélioration des techniques, capacité de ring et gain de rings. En fait, toute la personnalisation est partie dans ça au détriment des autres, c'est hallucinant. Pour le coup, c'est sans aucun doute le meilleur aspect de la personnalisation. Le nombre de gadgets et de compétences est hallucinant avec une grande variété. Heureusement, vous avez plusieurs sauvegardes de vos gadgets si jamais vous devez vous adapter à la situation. C'est un bon point positif et ça montre que Sonic Team voulait vraiment s'occuper du côté compétitif et laisser de côté le superficiel. Bien qu'au moins là, c'est vraiment ok. À la limite du mauvais, mais ça passe. Vous n'aurez pas tous les gadgets tout de suite car vous devrez farm pour les avoir, ceci dit. Donc pour le bilan de la personnalisation, je trouve que c'est un peu trop compliqué pour rien avec une ergonomie à chier et que les stats sont
pas très clair et pas très utile parfois. L'équilibrage est bon mais sans plus vu la panoplie de gadgets monumentale, mais encore on va se retrouver avec des voitures rapides et maniables et peu de type puissance vu qu'ils sont objectivement moins bons, même si ceci peut être rattrapé avec des gadgets. Je tiens juste à noter que je ne parlerai pas beaucoup du mode en ligne parce que je trouve que c'est un plus qu'autre chose, et que dans tous les cas votre expérience globale ne changera pas comparé au Grand Prix contre des bots, mais je vais quand même le mentionner, ne vous en faites pas. Le jeu possède 3 modes de jeu, les Grands Prix, l'ère de compétition et le contre-la-montre. Les Grands Prix sont au nombre de 8 au moment où j'écris la vidéo, et sans les DLC parce que j'ai vraiment pas d'argent après avoir acheté ce jeu. Grands Prix qui sont composés de 3 circuits, ce qui en fait 24 au total. Faire une fois tous les Grands Prix vous donnera la quête de débloquer le personnage supersonique, qui vous sera accordé une fois que vous avez battu les 23 rivaux. Dans les Grands Prix, vous allez affronter un rival pendant la course qui sera boosté, et avec qui vous aurez des interactions. Honnêtement, les interactions sont vraiment cool et ça fait plaisir de voir les personnages faire des références au passé ou à leur rivalité. Vous pouvez, si ça vous plaît, changer le niveau de difficulté de l'adversaire, et vous gagnerez plus ou moins de tickets d'un pas. On peut choisir la vitesse globale des coureurs en vitesse normale, vitesse sonique, vitesse supersonique, et enfin vitesse supersonique miroir. Mode supersonique miroir d'ailleurs qui est juste un moyen facile et pas très intelligent de vouloir enlever la répétitivité. Plus vous augmentez la vitesse, et plus ça va être chaud de manier votre véhicule, surtout si vous ayez déjà une combinaison favorisant la vitesse. Mais en conséquent, vous gagnerez plus de tours de pas ticket si vous roulez dans une difficulté supérieure. Je vais évidemment pas vous faire l'affront d'expliquer ce que c'est un jeu de course en 2025, mais si j'ai un seul commentaire à faire, c'est que ça se contrôle à merveille, c'est fou, les tricks sont vraiment sympas, même si je regrette qu'on puisse pas se rater, donc ça rend la mécanique un peu trop facile à mon goût. Ceci dit, le dérapage est excellent. Cependant, ce jeu de course apporte une différence, c'est la transformation tout droit tirée de Sonic Racing Transformed. L'avion, le bateau et évidemment la voiture. Les trois sont très maniables, même si le bateau est pas ouf. En fait, je dirais que le problème du bateau vient du fait que les virages sont beaucoup plus compliqués que dans les autres jeux. Dans Sonic Racing Transformed, le problème c'était que le bateau était pas maniable. Là, le problème c'est que le bateau ne dérape pas. Le bateau va s'arrêter un petit peu, du moins ralentir, jusqu'à que vous ayez arrêté de charger le saut, en fonction de où est-ce que vous voulez sauter. Du coup, il y a beaucoup de situations où vous voulez faire des virages, sauf que pas du tout, vous allez un peu vous vautrer la gueule. Mais bon, encore une fois, je chipote, ça arrive pas très souvent, mais c'est quand même regrettable d'avoir un bateau qui soit pas si maniable que ça, alors que Sonic Racing Transformed existe. En fait, ce que je reproche, c'est de ne pas avoir voulu simplement changer les boutons. Autant faire un bouton pour déraper et un autre justement pour sauter pendant le bateau. Mais bon, là, je m'égare. Mais sincèrement, avec les effets de vitesse, c'est très agréable de foncer à toute allure et d'enchaîner les virages. Si, comme dans la moitié des jeux Sonic, vous savez jouer et que vous connaissez le circuit sur le bout des doigts, alors en faire des speedruns sera parfait en mode contre-la-montre. Cependant, c'est là que je vais être impardonnable, c'est les putains d'objets. Vous pouvez en stocker 2 maximum et j'ai sérieusement rien de bien à dire. Chère multinationale, les objets cassent le côté compétitif de vos jeux. Vous prenez tout ce que j'ai dit sur les gadgets et vous foutez ça en l'air. Sur 27 objets, 13 te one-shot. Imagine Mario Kart 8, tous les objets peuvent te one-shot sans skill littéralement. J'ai fait le calcul et si on compte tous les objets entre Mario Kart 8 et Sonic Racing Crossworld, Sonic a 48% d'objets qui te one-shot sans skill, donc hitbox démentiel et tes chercheuses. Mario Kart en a 36. 48% contre 36, alors que ce dernier, à savoir Mario Kart, est bien souvent comparé à un party game plus qu'autre chose. Le point vert qui est semblable à la carapace verte, lui suffit juste de lock-in l'ennemi pendant même pas une demi-seconde et une fois tiré le point est téléguidé. Et vous allez me dire, oui mais tu sais, il y a l'aléatoire. Déjà le taux de drop de ces items est hallucinant dans le top 4, alors vous en aurez à gogo. Mais en plus de ça, si vous trouvez que vous en avez pas assez, alors le jeu ne donne que des items d'enculé, vous pouvez ajouter un gadget qui vous octroie plus d'objets offensifs. C'est n'importe quoi. Et vous pourriez me dire à mon tour d'utiliser le gadget qui augmente le taux de drop des objets de défense, oui, mais si je tombe en face de quelqu'un qui a l'amélioration des objets offensifs, nos chances redeviennent équivalentes. Si c'était dans un Mario Kart, justement, j'aurais dit que c'est normal étant donné que le jeu n'a pas pour but d'être compétitif. Mais Crossworld, lui, met tout en jeu pour faire un jeu de course amusant et compétitif à la fois, avec une personnalisation de faux furieux des techniques de jeu poussées. Mais quand tu peux niquer tout le monde avec quasi tous les items du jeu, tout tombe à l'eau. Tout. Ça vous arrivera plus d'une fois d'être en tête de la course pendant toute, justement, cette même course, et à la toute fin, venu de je ne sais d'où, vous allez vous prendre n'importe quel objet du jeu et ça va vous baiser littéralement. Et comparé aux items de défense, bah il y en a qu'un. Il y a qu'un objet qui te permet de te défendre. Les autres peuvent techniquement être tirés en arrière pour casser l'autre objet, mais quand il y en a plusieurs et que ça peut arriver, bah que tu n'aies pas d'objet, t'es littéralement mort. Et au vu du nombre immense d'objets qui te one-shot, la situation est plus que possible. En fait, je viendrais même à dire qu'il y a plus de moments où tu te fais fusiller dans le jeu que de moments où tu utilises juste tes skills de conduite. En bref, l'équilibrage tombe à l'eau à cause des items cheatés qui sont omniprésents et qui permettent à n'importe qui, skill ou non, de gagner la game. Dans un jeu qui se veut pro et qui met en avant l'égalité et la personnalisation, avoir des objets est déjà un choix plutôt spécial, mais aussi cheaté en plus, c'est n'importe quoi.
Surtout que, allez savoir pourquoi, mais rattraper quelqu'un dans ce jeu c'est impossible même quand tu joues un Shadow, donc le personnage le plus rapide du jeu, avec une voiture vitesse boostée avec des gadgets vitesse. Vis-à-vis des courses en elles-mêmes, je n'ai pas grand chose à dire. Les circuits sont tous très bons et sont rarement de simples lignes droites, sauf au début et à la fin pour prendre le crossword. Cependant, c'est un peu regrettable que les types de véhicules ne sont en réalité que des stats, et qu'il n'y ait aucune diversité de chemins à prendre ou de raccourcis définis pour certains types de véhicules. Ça va plus souvent être le cas pour des types de circuits, c'est-à-dire des circuits par exemple qui glissent où les types vitesse seront très désavantagés. Un truc tout con, hein, ça aurait été d'implémenter des raccourcis spéciaux ou des chemins pour les extrêmes gears comme des tubes d'air ou des rails pour au moins les différencier des voitures, car en tant que telles, ce ne sont que des skins. Et au moins ça aurait pu permettre de rajouter du gameplay et l'exigence parce que malheureusement dans le jeu c'est l'un des énièmes jeux de course où les seuls skills requis sont savoir faire du intérieur-extérieur et un peu de dérapage. Et là, c'est le moment de la vidéo où je vais sûrement me faire plus d'ennemis qu'avant. Ouais, étonnant quand je viens de passer plus de 14 minutes à critiquer l'un de leurs jeux préférés. Les Crossworld, au-delà d'être une gimmick sympa pour les yeux, c'est une gimmick inutile. Sur les 12 joueurs, il n'y en a qu'un qui va en profiter, soit le premier, et vous savez tout comme moi à quel point il est compliqué de rester premier sur ce jeu. Le seul avantage que ça peut offrir, c'est de laisser le choix le plus avantageux au premier pilote. Mais lui aussi a un énorme facteur d'aléatoire. Soit il prend le Crossworld qui est proposé parmi tous ceux disponibles, donc une chance sur 15, donc il connaît bien le niveau qui lui est proposé, et l'autre choix est de pouvoir relancer l'aléatoire avec un second choix qui va piocher au hasard dans le reste des Crossworld, donc une chance sur 14. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? D'un côté, c'est un bon choix pour éviter la répétitivité et de varier les circuits, mais de l'autre, le jeu et le marketing te fait passer ça pour une gimmick grave intéressante dans le gameplay, mais qui va faussement avantager le premier à cause de l'aléatoire, et que dans tous les cas, si lui a réussi à apprendre beaucoup de Crossworld, et bah du coup il y a beaucoup de chances que les autres aussi du coup. Tout ça pour dire qu'au fond, il y aura peu de chances où le choix du Crossworld va réellement vous désavantager, si vous n'êtes pas en première place, et première place comprise d'ailleurs. Donc, à part pour les yeux, ce que je souligne est un bon point pour pallier à la répétitivité, encore une fois, ce n'est pas très utile. Mais bon, t'auras quand même des gens qui garderont en tête que j'ai juste dit que c'était inutile. Je trouve ça juste dommage que pendant le changement de Crossworld, on peut toujours se faire toucher par des objets, et la bonne chance pour se défendre vu que c'est des lignes droites bien longues sans caisse d'objets. En résumé, le gameplay de base, les véhicules sont un plaisir à contrôler, et la variété de machines est un bon point, même si le bateau reste un peu compliqué à contrôler. Le jeu va plutôt vite, et la personnalisation avec les gadgets est malheureusement un peu baisée à cause de l'équilibrage complètement forêt de ces items. Ce qui fait que même si vous êtes chaud, vous n'êtes pas à 100% sûr de finir premier. Mais quand je dis pas 100% sûr, c'est pas 100% sûr, oh là là, je pourrais avoir moins de skills cette game. Non, 100% sûr car le jeu peut vous prendre par derrière à n'importe quel moment. Le taux d'items offensifs était baissé de base sur le jeu, on aurait sûrement un équilibrage qui se rapproche de l'excellence. Les Crossworlds sont une gimmick qui pallie au problème de répétitivité visuelle et même au niveau du gameplay, mais ça s'arrête malheureusement à ça. Ni plus ni moins. Autre point, quand vous voulez recommencer une course, c'est payant. Vous devez utiliser des tickets d'un pas. Je trouve ça lunaire que recommencer une course est payant. En fait, ça ne coûte pas si cher non plus. Mais c'est insupportable que le jeu doit te faire payer le fait qu'il est mal équilibré, et ça me dégoûte. Non, Crossworld, ce n'est pas de ma faute si 3/4 de tes objets sont des putains de bombes nucléaires. Ce n'est pas à moi de réparer les pots cassés. Et fort heureusement, on n'a pas à payer une fois le Grand Prix terminé ou pendant le contre-la-montre. Même si par contre c'est vraiment long de devoir recharger la course étant donné que le jeu relance la course, pas le tour. Un simple fondu noir et un TP du pilote au départ auraient été amplement suffisants. Ensuite, il y a le mode R de compétition qui est conseillé pour être joué en multijoueur. Mais étant donné que j'ai pas d'amis qui ont 70 balles à dépenser dans un jeu Sonic de course, eh bien j'ai une expérience en individuel. Si je devais résumer ce que j'ai ressenti, c'était qu'encore une fois, les objets sont insupportables et ruinent chaque mode de jeu. Je vais vous en prendre deux pour vous donner un exemple de ce que c'est. L'ère de compétition, c'est des sortes de challenges qui vous feront gagner des récompenses si vous battez 3 fois de suite une équipe de bots. Les récompenses sont des véhicules, et ce qui n'est pas de refus, vu le prix des pièces. Il y a 6 modes si on ne compte pas la partie personnalisée. Le premier, la chasse aux rings qui divise en 3 équipes parmi les 12 joueurs où chaque équipe doit choper le plus de rings possible pour augmenter la jauge du turbo qui vous rend invincible et vous offre un turbo tant que la jauge ne se vide pas. Pour gagner, il faut avoir le plus de points possible qui s'évalue en nombre de rings que vous avez récupérés, vous et votre équipe. Et si je ne m'abuse, la place dans le classement accorde aussi des points. Il y a aussi un autre mode, panneau à accélération, vous faites une course en une fois où vous devez prendre des cercles à turbo pour augmenter votre jauge de turbo. Et là, je crois que c'est le classement qui est décisif. Je sais que je dis beaucoup de spéculation, mais c'est encore une fois pas assez clair. Et là, il n'y a aucune mention dans Astuce ou sur le manuel en ligne. Il y a donc d'autres modes de jeu, mais malheureusement, ça reste un peu gadget. Au fond, c'est plutôt bien réalisé, mais je pense que vous connaissez la musique. Les items ruinent bien trop souvent l'expérience de jeu. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde que je dis pas que ce n'est pas juste fun pour moi. C'est un fait, les stats prouvent qu'il y a plus d'objets trop cheatés qui te sont balancés à la figure et que les moyens de se défendre sont moindres, très moindres. Évidemment, on passe outre au bout d'un moment, mais c'est objectivement un mauvais point. Pour un jeu qui se veut plus complexe et technique qu'un jeu Mario Kart. Sonic Riders par exemple, il n'y a aucun item qui est au one-shot. Aucun. Les objets sont à la limite oubliés, tellement les skills sont le facteur le plus fondamental du jeu. Un bon joueur se démarque d'un mauvais dans sa faculté d'apprendre les circuits sur le bout des doigts. Bien mener son pilote et son véhicule, et savoir faire des tricks tout en gérant parfaitement les timings. Je comprends que ce type d'approche aurait pu freiner les enfants,
enfants, étant donné que la licence se veut plus jeune aujourd'hui. Il faut pas non plus prendre les enfants pour des attardés, qui ont besoin de 2000 jouets, qui les font passer première place. Les autres Sonic Racing, eux, ressemblent plus à un Mario Kart qu'à un Rider, c'est un fait, mais à aucun moment on atteint ce nombre toxique d'objets à tête chercheuse. En fait, le jeu est à la fois très addictif avec des moyens pour faire plaisir aux fans super plaisants, des objets de personnalisation variés avec les gadgets et la maniabilité est nickel. En plus de ça, les circuits sont multiples, qui sont autre chose que des putains de couloirs, mais tout tombe en ruine à cause de l'équilibrage affreux des objets. Aucun gadget, aucun objet ne vous défendra éternellement, quand bien même vous avez quoi de vous défendre. Ça range pas le jeu D tiers ni C, mais c'est un point si fort et si présent que ça l'empêche de s'affirmer en tant qu'excellent jeu de course comme Riders ou Transform par exemple. Et ce n'est pas les 100 persos et les beaux graphismes et l'extrême gear qui vont me faire dire le contraire. Petite parenthèse d'ailleurs sur le mode en ligne. Il y a des festivals qui sont souvent présents pour les mages et qui offrent des récompenses en rapport avec le personnage phare de l'événement. Vous pouvez aussi personnaliser votre profil avec plein d'émotes, et il y a un système de rank up, mais je n'ai rien à dire dessus, c'est basique. Enfin, je vais parler de l'onglet extra, où on peut du coup trouver l'astuce et la jukebox. Il y a des défis qui servent strictement à rien, et qui servent juste à obtenir des titres. Et ça, putain, il y en a par contre. L'onglet amitié qui permet d'obtenir des stickers de personnalisation si vous offrez tel nombre de tickets, donne pas à votre personnage préféré, et c'est tout. Maintenant que tout ça a été dit, on peut donc passer à la conclusion. Sonic Racing Cross World est un jeu de course stimulant qui requiert de la réflexion et de la technique, mais qui peut très vite s'avérer frustrant, à cause d'un nombre horrible d'objets à tête chercheuse et qui possède une zone de frappe trop grande. Vous avez le moyen de vous défendre avec certains objets d'attaque, mais ça vous handicapera, car vous serez à court de moyens de défense pour le reste de votre chemin, qui sera, croyez-moi, assez long pour vous faire remanger des objets. Les graphismes sont à couper le souffle, tout comme les moyens de faire plaisir aux fans. La personnalisation est grandement aidée grâce à un nombre de gadgets énormes qui sont très bien utilisés, mais il n'y a cependant pas de grande variation dans le level design des circuits, car c'est souvent des routes différentes que vous allez entreprendre, et non pas des raccourcis en fonction de votre véhicule à la Riders. Et oui, c'est un défaut, car là, on revient juste en arrière. Ça aurait été le bon moment pour les ramener, étant donné que Transformed et Sonic Team Racing les avaient complètement levés, mais là, ils ont même pas essayé de chercher à comprendre. Les Crossworld, eux, ne sont pas du tout un si gros handicap et sont un moyen efficace de pallier aux défauts qu'on croit souvent dans les jeux de course, soit la répétitivité. Pour les autres modes de jeu, c'est assez limité, mais le nombre de grands prix est conséquent. Il ne sera jamais aussi complexe et technique qu'un Riders, mais ce n'est pas un défaut, parce que le jeu ne cherche pas à l'être. Je le répète, mais le jeu ne cherche pas à être Sonic Riders. Cependant, il se casse la gueule dans sa mission de vouloir être un entre-deux, entre un jeu compétitif et un jeu amusant. C'est un jeu que je conseillerais donc à toutes les personnes qui veulent se lancer dans un jeu de course Sonic en se familiarisant avec la licence grâce au dialogue, mais ce n'est certainement pas à une seule seconde un jeu que je vais recommander à des personnes qui veulent s'améliorer sur un jeu et mettre leurs skills à défi. Le prix n'en vaut tout simplement pas la chandelle. Ce qui aurait été bien, c'est d'assumer ce côté compétitif jusqu'au bout, ou alors à l'inverse ce côté fun jusqu'au bout. La seule mécanique qui est le Crossworld n'a rien révolutionné du tout, le jeu n'est qu'une compilation des gimmicks des anciens jeux en moins bien. Les personnages sont simplement devenus des stats, les extreme gears sont simplement devenus des skins de voitures, et les objets, vous savez très bien ce que j'en pense. Le jeu s'inspire un peu trop de Team Sonic Racing et de son côté party game en délaissant ce que Riders et les Sonic All-Star Racing avaient instauré pour rendre le jeu plus technique. J'aurais tendance à dire que Riders était un peu trop complexe pour le public, tandis que Sonic Team Racing était beaucoup trop pâle et sans âme, et que justement Sonic Racing Transform était l'équilibre parfait des deux. Pas une révolution à ses spin-offs, et encore moins une révolution. Ce qui en fait donc un assez bon jeu de course, mais certainement pas un beau jeu de course Sonic. Enfin, Sonic Racing Cross World est un jeu de course intensif qui va vous demander de la concentration et de l'investissement, mais faites attention parce qu'il n'hésitera pas à vous péter la gueule avec des objets à gogo et des gimmicks inutiles. Tout simplement parce que ce n'est pas un jeu qui s'assume. C'est un jeu qui veut plaire à tout le monde et à tous les types de gamers. Sauf que quand on veut plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui.